Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 22, Hamlet, William Shakespeare. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est probablement l'une des citations les plus connues au monde, et elle provient de notre texte du jour écrit par William Shakespeare, la tragédie de Hamlet, prince du Danemark, souvent raccourcie à Hamlet. Mais qu'est-ce que cette phrase veut vraiment dire ? Ces quelques mots très simples regorgent en fait d'un sens très profond qui vaut la peine d'être analysé. Dans cet épisode de Brume littéraire, on va donc s'attaquer à cette pièce de théâtre qui est l'une des plus connues du monde. Et on va voir pourquoi on continue à la lire et à l'étudier de nos jours, plus de 400 ans après la première représentation. On aura également l'occasion de voir pourquoi Shakespeare est aussi connu et comment Hamlet a fait pour s'imposer comme l'un des grands livres de la littérature. Comme d'habitude, commençons par nous mettre en jambe avec le résumé de cette pièce en 5 actes. Tout commence par une sombre nuit d'hiver, alors que deux gardiens découvrent un fantôme sur les remparts du château. Il ressemble étrangement au roi récemment décédé, dont le trône a été repris par son frère Claudius, qui en a profité pour épouser la veuve du roi. Alors qu'arrive le prince Hamlet, l'héritier du trône du Danemark, il peut parler avec le fantôme et il s'avère bien être le roi, son père. Celui-ci lui annonce qu'il a été assassiné par nul autre que Claudius et il demande à son fils de le venger. Le prince Hamlet se consacre à la vengeance, mais étant de nature plutôt contemplative et réfléchie, il tarde à agir et entre dans une profonde mélancolie, voire même dans une apparente folie. Claudius, qui ne se doute de rien, s'inquiète pour son neveu et va ordonner à ses sujets de le surveiller pour découvrir la cause de son comportement étrange. Ceci suggère que c'est parce qu'il est tombé amoureux d'Ophélie, mais Hamlet annoncera plus tard que ce n'est pas le cas. Hamlet n'agit toujours pas, et il doute même des propos du fantôme. Et s'il s'agissait d'un diable qui voulait le pervertir ? Il profite de l'arrivée d'une troupe de comédiens ambulants pour tester la culpabilité de son oncle. Il demande aux acteurs de jouer une scène qui ressemble beaucoup à ce à quoi aurait pu ressembler la mort de son père. Si Claudius est coupable, alors il réagira sûrement. Lorsque le moment du meurtre arrive au théâtre, Claudius se lève d'un bond et quitte la pièce. Hamlet en est sûr, c'est la preuve de la culpabilité de son oncle. Il part le retrouver, s'apprête à le tuer, mais se refuse de le faire car il le trouve en train de prier. Plus tard, alors que Hamlet confronte sa mère, il va tuer Polonius, un homme qu'il a confondu avec son oncle, alors qu'il était caché derrière un rideau. Claudius a peur de lui et il ordonne qu'il soit exilé et exécuté en Angleterre. Mais Hamlet sera rapidement de retour, alors pour se débarrasser de lui, le roi va mettre en place un stratagème. Il veut utiliser le désir de vengeance du fils de Polonius pour faire mourir Hamlet. Il s'agirait d'un simple combat d'escrime organisé dans lequel la lame de son adversaire serait empoisonnée. La lutte commence, Hamlet est blessé, mais alors qu'il est en train de mourir, il apprend la supercherie du roi, s'empare de l'épée de son adversaire et tue Claudius avant de s'écrouler à son tour. Quelle histoire! On comprend qu'elle ait eu autant de succès. Il y a également une intrigue politique dans cette pièce, mais on va plutôt se concentrer sur le personnage de Hamlet et sur les thèmes qui ont réellement rendu ce texte célèbre. Parce que oui, c'est surtout le personnage de Hamlet, son parcours, ses conflits internes qui constituent les grands mystères et les grandes interrogations de l'œuvre. Prenons pour commencer une question qui fait encore débat aujourd'hui. Pourquoi Hamlet attend-il aussi longtemps avant de passer à l'action ? C'est vrai ça, alors qu'il aurait pu assouvir sa vengeance dès le tout début du texte, il attend, et même quand l'occasion s'offre à lui, il ne passe pas à l'action. Certains diront peut-être que c'est parce que s'il était passé à l'action au début du texte, eh bien la pièce ne durerait que 15 minutes, ce qui la rendrait pas très intéressante. C'est pas impossible, mais la réponse ne se trouve pas dans cette direction. Souvenez-vous, Hamlet a 2 chances très concrètes de tuer le roi. La première est juste après la petite mise en scène présentant la mort de l'ancien roi, alors que Claudius s'enfuit. Hamlet est prêt à le tuer, mais il ne va pas le faire parce qu'il le retrouve en train de prier. Il prétend que s'il l'assassinait en pleine prière, alors Claudius partirait au paradis, ce qu'il ne mérite pas. Est-ce que c'est juste une excuse ? Est-ce qu'il aurait été capable de tuer un homme de sang-froid ? Ce n'est pas si sûr et ça se confirme un peu plus tard dans la pièce. Alors qu'il se rend auprès de sa mère pour la confronter, Hamlet entend que quelqu'un s'est caché derrière un rideau. Il est convaincu qu'il s'agit de Claudius et il va alors tuer cette personne sans la voir en enfonçant son épée dans le rideau. Manque de chance, il s'agit de Polonius et non du roi. Pourquoi ne pas avoir vérifié ? Il aurait facilement pu le faire, mais c'est comme s'il ne s'en sentait pas capable, comme si le courage lui manquait pour passer à l'acte. Finalement, c'est suite au combat d'escrime pendant lequel il est mortellement touché par l'épée empoisonnée qu'il va le tuer.
Les circonstances sont ici bien différentes, puisqu'il ne s'agit plus vraiment de venger son père, mais plutôt de se venger lui-même. C'est la colère et l'impulsivité qui l'ont enfin fait agir. Donc on peut à nouveau se poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne se venge que lui-même et pourquoi ne venge-t-il pas son père ? On peut trouver la réponse dans le caractère très cérébral de Hamlet. Parce que oui, on ne peut pas affirmer avec certitude pourquoi le personnage agit d'une telle manière. Il n'est pas juste un type dont les actions sont prévisibles, il a une réelle personnalité qui est difficile, voire même impossible à cerner. Ce trait de personnalité est amplifié par son attirance pour les questions difficiles, tant philosophiques qu'éthiques. Prenons un exemple. Confronté à la preuve que son oncle a assassiné son père, une preuve que n'importe quel autre personnage de la pièce croirait, eh bien Hamlet devient obsédé par l'idée de prouver la culpabilité de son oncle avant d'essayer d'agir. La norme, au-delà de tout doute raisonnable, est tout simplement inacceptable pour lui. Il est également tourmenté par des questions sur la vie après la mort, sur la sagesse du suicide, sur ce qu'il advient des corps après leur mort, et la liste est encore longue. Mais le personnage présente quand même un certain contraste. En effet, de manière un peu contre-intuitive, même s'il est réfléchi jusqu'à l'obsession, Hamlet se comporte aussi de manière irréfléchie et impulsive. Lorsqu'il agit, c'est avec une rapidité surprenante et peu ou pas de préméditation, comme lorsqu'il poignarde Polonius à travers le rideau sans même vérifier qui il est. Il semble se glisser très facilement dans la peau d'un fou, se comportant de manière erratique et bouleversant les autres personnages par ses discours sauvages et ses insinuations acerbes. Une autre particularité est que Hamlet pose toutes ces questions uniquement dans des termes très personnels, voire même égoïstes. N'oublions pas qu'il est le prince héritier du Danemark. Il ne s'agit pas d'un simple protagoniste sorti de nulle part. Il a une importance dans l'intrigue politique qui encadre la pièce. Dans cette œuvre, il passe relativement peu de temps à réfléchir aux menaces qui pèsent sur la sécurité nationale ou aux menaces qui pèsent sur sa stabilité intérieure. Pour résumer, Hamlet réfléchit beaucoup, ressent beaucoup d'émotions, mais il ne passe finalement jamais à l'acte et on le sent un peu passif. Son esprit est théorique et ses actions ne sont motivées que par des élans d'impulsivité. Et alors on en vient à cette phrase, cette pure réflexion théorique. Être ou ne pas être, telle est la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La phrase intervient dans ce que l'on appelle un soliloque, c'est-à-dire un monologue qui ne s'adresse à aucun autre personnage en particulier. C'est le format idéal pour qu'un protagoniste puisse exprimer ses pensées profondes, ses désirs et ses doutes. Sans forcément parler de lui, dans ce soliloque, Hamlet va justement se demander s'il vaut mieux être en vie et souffrir de ce que la vie offre, ou mourir de sa propre main et mettre fin à la souffrance. Le meurtre de son père et le mariage de sa mère avec son oncle infâme ont amené Hamlet à réfléchir au mérite du suicide. Tout au long de son soliloque, il se demande pourquoi les gens choisissent la souffrance de la vie plutôt que la mort et conclut qu'il s'agit de leur peur de l'inconnu, de ne pas savoir ce que la mort apportera. Certaines analyses disent que c'est encore une énième preuve de la cérébralité de Hamlet, du fait qu'il se pose de complexes questions théoriques qui finalement ne changent rien à son comportement ou à ses actions. Ce que l'on peut retenir de cette citation, c'est le questionnement de ce que signifie le fait d'être et le fait de ne pas être. On a pu parler du personnage de Hamlet, de la difficulté de passer de la théorie à l'action, des réflexions métaphysiques, du mystère de l'existence, et il y a une dernière question centrale dont nous pouvons parler pour terminer cet épisode. Est-ce que Hamlet devient fou au fur et à mesure de la pièce ? On en a brièvement parlé dans le résumé, mais Claudius et d'autres personnages pensent que Hamlet est devenu fou et qu'il représente ainsi un danger. Mais est-ce que le prince l'est réellement ? Ou est-ce qu'il fait semblant pour assouvir au mieux sa vengeance ? Le comportement erratique d'Hamlet et ses discours absurdes peuvent être interprétés comme une ruse visant à faire croire aux autres personnages qu'il est devenu fou. D'un autre côté, son comportement peut être une réponse logique à la situation de folie dans laquelle il se trouve. Son père a été assassiné par son oncle, qui est maintenant son beau-père. Au début, Hamlet lui-même semble croire qu'il est saint d'esprit. Il décrit son projet de se mettre en scène et dit à deux amis qu'il n'est fou que lorsque le vent souffle nord-nord-ouest. En d'autres termes, sa folie est quelque chose qu'il peut activer et désactiver à volonté. Pourtant, à la fin de la pièce, Hamlet semble douter de sa propre santé mentale. Se référant à lui-même à la troisième personne, on peut affirmer qu'Hamlet s'est éloigné de son ancien moi, celui qui était saint d'esprit. Se référant au meurtre de Polonius, il dit « Qui l'a fait alors ? Sa folie ». En même temps, l'excuse de la folie d'Hamlet l'absout du meurtre, de sorte qu'elle peut également être interprétée comme le travail d'un esprit sain et rusé. Voilà encore une énième preuve de la complexité de cette œuvre, mais aussi de son aspect fascinant. On peut la lire autant qu'on veut, on découvrira toujours quelque chose de nouveau, des détails qui nous feront pencher pour l'une ou l'autre option. Cette pièce de théâtre est si riche qu'on en a parlé pendant plus de 400 ans sans discontinuer et qu'on va sans aucun doute continuer de le faire pendant encore de nombreuses années.
Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.